Insister sur l'aspect communautaire de son club, sur les qualités de bon gestionnaire de son équipe. Tel un croisé, il a réaffirmé sa foi en un nouveau stade. Grâce à la vente de sièges et de loges, il y a déjà 37 millions de dollars de ramassés. On espère en récolter comme ça une centaine sur un budget de 250 millions. Les 150 millions de dollars manquants nécessitent la participation des gouvernements sous une forme à être déterminée. Le présent groupe d'actionnaires, nous, on s'engage à laisser le club en place, demeurer à Montréal pendant les 25 prochaines années. Il y a des solutions, il y en a, ça se fait ailleurs. Ce qui se fait ailleurs, c'est par exemple l'imposition de nouvelles taxes de vente, des émissions d'obligations, le don... Lui fait dire que sans aide gouvernementale, sans un allègement des taxes municipales, eh bien que oui, les expos vont plier bagages. C'est par là que passe leur survie, a-t-il dit. Le Devoir nous parle ce matin de programmes de médecine en péril à l'hôpital Sainte-Justine pour enfants de Montréal, en péril dans des programmes d'anesthésie, d'oncologie notamment. Pourquoi? Bien à cause du retard que mettrait le gouvernement, selon ce qu'écrit Isabelle Paré, à implanter la rémunération à salaire et que réclament à grands cris depuis 5 ans les médecins spécialistes pour enfants. Alors on perd les médecins, voilà pourquoi les programmes sont en péril. Le Soleil, de son côté, traite du cas des infirmières. Pas de vacances pour elles cet été, titre-t-on, devant la pénurie de ressources humaines dans le réseau de la santé. Alors, on aurait demandé aux infirmières qu'elles devancent ou qu'elles reportent leurs vacances. Le Droit d'Ottawa nous montre le premier ministre de l'Ontario et son ministre des Finances, tout heureux de leur dernier budget, mais surtout nous parle de l'enrôlement des Québécois au sein de l'armée. Ça a chuté de 50% cette année, d'où le titre que l'armée ne prend plus. Dans le Globe and Mail de Toronto, c'est le scandale en Colombie-Britannique des membres du gouvernement néo-démocrate accusés d'avoir siphonné des fonds d'une œuvre de charité. Et puis dans le Journal de Montréal, il y a la tragédie survenue en Abitibi. 2 vies fauchées par un chauffeur demeuré impassible devant son geste. En éditorial, ce matin, ce n'est pas la quantité, mais la qualité, si je comprends bien. Écoutez, c'est un bel exemple que nous sert Mike Harris de l'Ontario en ce moment dans un long éditorial. Alain Dubuc dans la presse écrit que la façon dont le premier ministre ontarien a décidé d'agir pour résoudre la crise de l'hépatite C est une leçon sur la façon dont un gouvernement doit se comporter envers les citoyens, mais aussi sur la manière dont les provinces doivent se comporter dans leur rapport conflictuel avec le gouvernement central. Il dit que le fait qu'Ottawa ait refusé de compenser ceux qui avaient contracté l'hépatite C à partir de sang contaminé entre 1986 et 90, eh bien, ça a suscité un vent de colère unanime dans l'opinion publique et provoqué la pire crise qu'ait connue le gouvernement chrétien. Que Mike Harris, dans un geste spectaculaire, a affirmé que si Ottawa ne bougeait pas, que le gouvernement ontarien, lui, compenserait seul les victimes de sa province contaminées avant 86 et mettrait 200 millions sur la table. Pour Dubuc, c'est un contraste saisissant avec l'attitude du Québec. Il rappelle que l'Assemblée nationale s'est prononcée unanimement en faveur d'une indemnisation de toutes les victimes de l'hépatite C pour des raisons humanitaires, mais à condition qu'Ottawa paie seul la note, que cet unanimisme est une belle caricature de l'infantilisme trop fréquent du Québec dans ses rapports avec Ottawa. Ce que dit Dubuc, c'est que si les jérémiades québécoises ont ébranlé le gouvernement fédéral, elles ne l'ont pas fait bouger pour autant et que c'est l'initiative ontarienne qui a provoqué la panique à Ottawa et amené le ministre fédéral de la Santé, Aaron Rock, à rouvrir le dossier. Donc il parle de déresponsabilisation, de cynisme du côté de Québec. Il dit que ce n'est pas joli et que c'est Mike Harris, pourtant peu connu pour sa compassion, qui a choisi de s'occuper de son monde et qui a montré aux autres ce qu'est une province forte. Lise Bissonnette, dans Le Devoir, traite, elle, ce matin, du processus de Calgary. Ce qu'elle dit, c'est que la déclaration de Calgary, eh bien, il est de bonne guerre qu'on la soumette à une commission parlementaire. Pas de quoi se scandaliser et crier au piège, comme le font ceux qui rêvent d'une victoire sans péril pour le nouveau chef du Parti libéral du Québec, Jean Charest. Ce qu'elle dit, c'est que si piège il y a, ce sont les amis et les alliés de M. Charest qui l'ont tendu et qui continuent de s'y empêtrer aujourd'hui, parce que malgré la faiblesse inouïe de la déclaration de Calgary, son processus a pris vie parce que des alliés de M. Charest au Québec et au Canada lui ont donné artificiellement crédibilité et qu'il a lui-même participé à fabriquer cette illusion. Et je termine par un autre texte sur lequel j'attire votre attention, celui de Michel Vastel dans Le Soleil et dans Le Droit. Ce qu'il dit, c'est que si Lucien Bouchard a du temps à perdre pour les membres de l'Assemblée nationale et qu'il veut en même temps tester le nouveau chef du Parti libéral, qu'il se penche donc sur un vrai plan de relance de Montréal,
qu'il fasse débattre une déclaration solennellement signée par tous ses collègues du Canada anglais et qui affirmerait que ce qui fait le caractère unique du Québec, c'est la vitalité de sa métropole, l'épanouissement de sa minorité anglaise, la sécurité de ses quartiers et de ses rues, et que ce n'est pas une blague parce que c'était là l'essentiel de ce que réclamait le groupe de travail sur la relance de Montréal en 96 et qu'avait présidé André Bérard. Ah, ben, donc, caricature ce matin. Voilà, monsieur. Caricature, m'envoyait Chapelot dans la presse. Madame Davio voudrait rencontrer Jacques Duchesneau. Il se cache derrière la porte. Et puis, Côté dans le soleil. Alors, le combat à la seringue vis-à-vis le ministre Allen Rock au pied du mur. Alors, si M. Doré se fait couper la moustache... Monsieur Doré, pour couper sa moustache, ça dit trouver 1 000 $ pour un fonds de recherche. Là. Pas de problème, hein, si c'est juste ça, là. 1 million. Ah, mais... On va faire monter les enchères. Ce faciès velu, vous l'avez depuis quand? Je l'ai depuis le collège. Le collège. Alors, de notre vivant, on verra pas le visage sans pilosité. Je l'ai enlevé 1 ou 2 fois depuis et mes enfants m'appelaient mon oncle. Puis là, vous l'avez revu, vous appelez grand-papa, c'est ça? Merci beaucoup, Serge. 7h02 dans une trentaine de secondes. Lorsque nous l'écoutons habituellement, le samedi matin, Salut Bonjour Week-end, on est un peu en robe de chambre. Mais comme elle a décidé de venir faire un tour sur semaine, on s'est habillé un petit peu. Bonjour, Isabelle Pagé. Bonjour. Comment ça va, Isabelle, ce matin? Ça va très bien. J'ai déjà 2 Big Mac de manger, moi, vous savez, hein? Oh! C'est une belle façon de partir la journée, ça. Vous êtes près de quel, vous, ce matin? Moi, je suis sur le boulevard Laurier. On va être ici toute la journée. Bien sûr, il est un peu tôt pour manger des Big Mac, mais entre 11h et...